Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et re-bienvenue à la Facilitation Day et bienvenue à ma conférence Facilite-moi ça. Du coup, est-ce que tout va bien avec tout ce qui est audio et vidéo? N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour être sûr que tout marche correctement de votre côté. Et comme ça, on verra combien de temps il y a de décalage. Oui, super, génial, super. Alors, écoutez, bienvenue tout le monde, parfait, parfait, ça y est, ça se connecte, c'est chouette, c'est stressant. Effectivement, bah là, j'étais depuis tout à l'heure sur l'animation avec les deux autres confrères là pendant la table ronde, donc du coup, il va falloir que je ralentisse un peu le débit, que je me calme un petit peu pour être avec vous. Donc du coup, je vais profiter pour passer un bon moment avec vous et prendre du plaisir autour de la conférence Facilite-moi ça. Alors, juste avant d'attaquer la conférence, première phrase que j'aimerais vous partager, c'est tout va commencer à partir de là. C'est la vision sans action est un rêve, alors que l'action sans vision est un cauchemar. C'est un proverbe japonais. Et c'était une phrase un peu que je voulais placer avec vous, histoire de démarrer cette conférence-là, justement pour parler de plusieurs sujets. On parle sujet de facilitateur, on parle souvent pardon de facilitateur ou de facilitation. Et du coup, je me suis posé 7 questions autour de cette pratique-là. 7 questions en tant que moi, en tant que facilitateur, comment j'accompagne, quel est mon rôle, quel est mon métier, qu'est-ce que je fais avec mes clients. Bref, une réflexion qui va être individuelle, mais aussi un peu interactive avec vous, parce qu'effectivement, je vais vous poser des questions pendant des certains moments. Donc, n'hésitez surtout pas à rebondir, à poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais il y aura des moments qui seront dédiés à un côté un peu plus participatif. Donc pourquoi je me suis posé cette question-là? Bah, le pourquoi en un mot ou en deux mots. Parce qu'effectivement, c'est quoi la facilitation? C'est quoi faciliter? À quoi ça sert? Moi, en tant que facilitateur, quand j'interviens avec des clients ou des groupes, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quand j'interviens, j'aime bien aussi, avec l'expérience, commencer à vulgariser de plus en plus mes propos, faire en sorte que ce soit des éléments qui soient simplement compréhensibles par le plus grand nombre. Et effectivement, que mon rôle ou mon métier, donc là, je sais pas, on verra, on va échanger ensemble, parce que du coup, le facilitateur, c'est un rôle ou un métier. On arrive à vulgariser des choses et faire en sorte que du coup, chacun comprenne ce qu'il a à faire pour que la compréhension amène de l'aide. Effectivement, j'ai besoin de comprendre ce que je fais pour pouvoir aider. Aider aussi pour impliquer des groupes. Ça ne veut pas dire que justement on est engagé dans une entreprise, ça ne veut pas dire qu'on est impliqué. Donc moi, en tant que facilitateur, j'essaie au maximum d'impliquer des groupes dans la collaboration et dans des processus de collaboration collective. Quels sont les gains aussi de la facilitation et quels sont les gains que j'ai pu constater auprès des clients que j'ai pu accompagner en tant que facilitateur. Et une fois, pour terminer, justement, bah, c'est quoi le métier de facilitateur ou le rôle de facilitateur dans l'intelligence collective et comment moi je vois l'intelligence collective. Bref, moi ce que je vous propose, c'est je mets ma casquette de facilitateur et je vois avec vous en gros ce que ça veut dire pour moi, faciliter, justement. C'est quoi être facilitateur chez les clients? Quand j'interviens aujourd'hui chez les clients, bah, souvent je dis bah, ensemble, faisons bouger votre organisation. Mais bouger pour faire quoi? Et du coup, je veux dire, faisons bouger. Moi, je vous propose de faire aujourd'hui, je vais parler au jeu. Je fais bouger votre organisation quand j'interviens avec vous. Donc du coup, qui suis-je? euh, Certains me connaissent, d'autres me connaissent pas, effectivement. Moi, je suis facilitateur, j'ai mis exprès une petite étoile. La petite étoile, c'est chacun verra et on verra comment ça va évoluer. Mais par contre, je vais bien me définir comme un facilitateur d'intelligence collective. Et moi, l'intelligence collective, c'est quoi? L'intelligence collective, c'est la symphonie de l'esprit où chaque note apportée pour chaque individu compose un chef-d'œuvre commun. Alors cette phrase, c'est pas une phrase issue d'une grande réflexion intellectuelle. C'est une phrase qui a surtout été sortie suite à une nuit blanche à regarder Arte, à regarder justement un chef d'orchestre avec son concert. Et justement, ce qui était très intéressant à voir, c'est que on sentait qu'il y avait une osmose globale, un esprit collaboratif. Bref, tout le monde échangeait ensemble. Il y avait des notes qui étaient partagées. Il y avait vraiment une expertise qui était individuelle, mais le tout était plus important et était plus beau que la collection individuelle des éléments. Alors, je suis désolé, je suis un peu perturbé dans les pattes par des chats ici. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais essayer d'être le moins perturbé possible. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que moi je décris l'intelligence collective comme étant une symphonie où tous les esprits vont apporter quelque chose de nouveau. Et du coup, moi, je voulais me présenter par deux aspects. Un aspect, effectivement, moi, je suis fondateur d'Insuffle, où Insuffle, je vais apporter trois aspects, pardon. Un aspect, effectivement, formation, je vais accompagner sur les notions de facilitation, d'intelligence collective, de management. Un autre aspect qui est démarche collaborative, donc tout ce qui est atelier, séminaire, atelier de co-création, etc. Et aussi intelligence collective à l'échelle. Alors ça peut faire un peu bullshit, buzzword, marketing, bref, tout ce qu'on veut, mais c'est se dire qu'en fait l'intelligence collective peut être impliquée en fait à l'ensemble d'une organisation, qu'elle soit petite, de 2, 3, 4 personnes, à des entités qui sont beaucoup plus conséquentes, en passant par des très grands groupes qui sont nationaux ou internationaux.
Voilà en gros qui je suis. Et moi, ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est un voyage en 3 étapes. Un voyage en 3 étapes en tant que facilitateur. 3 étapes et un voyage en tant que facilitateur d'intelligence collective chez Insuffle et voir un petit peu comment en fait tout ça, ça a fonctionné. Vous partagez en fait des retours d'expérience, quelques petits outils, peut-être, c'est une possibilité, mais surtout en fait donner la possibilité de partager ce que moi j'ai pu vivre en tant que facilitateur et comment moi j'accompagne justement mes clients à avoir ce gain qu'ils escomptent en fait avoir, ce qu'ils aimeraient avoir au départ. Pardon. Alors, pour commencer, j'aimerais vous partager une petite histoire. C'est une petite histoire que j'ai rencontrée il y a quelques années de ça, il y a environ 10 ans. J'étais invité par un client justement à venir le rejoindre parce qu'il avait quelques problématiques chez lui et justement il voulait pardon, qu'on puisse discuter ensemble de ce qu'il rencontrait comme problème au sein de son organisation. Donc du coup, je prends rendez-vous, je prends le métro, Paris, sac à dos, je prends mes feutres, je prends tout ce qu'il faut pour pouvoir justement réfléchir avec lui. Je monte dans l'immeuble, donc c'est un grand groupe français, je monte chez lui. Alors je ne citerai pas le nom du client, le but c'est pas de montrer du doigt, bien au contraire. Mais voilà, j'arrive dans la salle, j'ouvre la porte, et là, grande surprise, quelque chose qu'on ne voit jamais nulle part, une grande table magnifique posée en plein milieu de la salle. Vous savez, ces grandes tables qu'on voit dans les grandes entreprises, ou ces tables qui sont figées au sol avec des écrous, du scotch, bref, tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que surtout on ne bouge pas ces tables-là. Et je vois en fait le client qui était un directeur financier avec tous ses managers qui étaient justement assis en face, donc sur le côté droit. Alors sachant que la photo qui est présente ici, c'est pas la photo du jour J, hein, bien au contraire, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Je vois le client qui est posé là, qui est assis, on se salue, on se serre la main, on fait des présentations. Et là, il commence à m'expliquer un petit peu, effectivement, ses problématiques, qu'est-ce qu'il rencontre. Il me dit, voilà, moi j'ai des problèmes de communication, ça communique pas beaucoup, j'ai pas assez de cohésion dans mon équipe, on n'arrive pas en fait à résoudre mes problèmes, les projets sont toujours en retard. Bref, j'aimerais faire tout ça. Du coup, on échange, il m'explique effectivement tous les problèmes qu'il y a. Et à la fin, tout simplement, il me dit, facilite-moi ça. Ok, je le regarde. Et honnêtement, quand il me dit facilite-moi ça, bah, c'est un peu comme ça que je me retrouve, hein. Alors j'ai un peu grisé, flouté les images, mais j'ai un peu ressenti en mode, tiens, bah voilà la patate chaude, débrouille-toi, facilite-moi ça, je t'ai donné tout ce que tu voulais, maintenant bah vas-y, débrouille-toi, facilite-moi ça. Et en fait, tout a commencé à cet endroit-là où je me suis posé la question, j'ai dit, ok, très bien, du coup, qu'est-ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce que tu viens de me partager? Plein de questions qui ont commencé à émerger en tête, qui ont commencé, pardon, à popper dans ma tête, et je me suis dit, waouh, ça devient intéressant tout ça. Du coup, je me suis dit, ok, bah, demandons à l'IA ce qu'elle en pense, hein. L'IA, je lui dis, bah, ok, facilite-moi ça, je vais être un peu feignasse, je vais en fait me libérer de tout ça. Et l'IA me dit, ok, je suis désolé, mais je ne peux pas faciliter quoi que ce soit si je ne sais pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser votre demande pour que je puisse vous aider de manière efficace? Voilà ce que j'aurais pu répondre moi à mon client, mais à l'époque, ChatGPT et l'intelligence artificielle n'existaient pas. Donc, je me suis retrouvé effectivement à poser des questions, échanger avec lui. C'est un prétexte, effectivement, pour vous expliquer qu'effectivement, le client, en fait, il ne savait pas ce qu'il voulait et tout simplement, il m'a dit facilite-moi ça. Il était un peu perdu. À l'époque, je ne le savais pas. Parce que pour lui, la facilitation, l'intelligence collective, c'était un peu comme ces 6 post-it-là qu'on rencontre souvent en entreprise. Je sais que c'est nouveau, c'est un truc nouveau, à la mode, c'est sympa. C'est un truc avec des post-it, je crois, c'est sympa, on en voit partout, on voit plein de couleurs différentes, les roses c'est bien, les verts c'est pas bien, bref, chacun y voit ce qu'on veut. Ça aide beaucoup pour les réunions, bah ouais, parce qu'effectivement avec des post-it on peut mettre plein de réunions partout, c'est super. Et c'est quoi tout ça? Bah, il suffit de réunir des personnes dans une salle et dire, bah voilà, c'est bon, on est en train de faciliter des choses. Et par contre, ce qui est intéressant, deux aspects, c'est que c'est bien votre truc là, la facilitation de l'intelligence collective, mais surtout, c'est pas pour des choses très compliquées, du style bah, comment on choisit pour quel est le déjeuner du midi ou qu'est-ce qu'on choisit comme couleur de classeur pour ranger les dernières factures. Ou encore, ça c'est effectivement quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est trop bien. Le facilitateur nous dit quoi faire, donc il intervient pleinement dans le contenu et dans la réponse en fait de l'accompagnement. À partir de là, justement, moi, c'était ma réflexion, facilite-moi ça. Ça fait quelques années que cette phrase, justement, tournait dans ma tête. Je me suis dit, ok, très bien. L'intention de départ, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est un peu de comprendre quel est le métier de facilitateur, qu'est-ce que moi je fais en tant que facilitateur en intelligence collective, quel est mon métier dans la facilitation. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de le découper, de rendre le plus explicite possible la façon dont moi j'accompagne mes clients dans une étape la plus simple possible, en la vulgarisant la plus simplement possible. Alors, première étape de ce voyage, c'est l'intention. Dans le contexte de l'intelligence collective, le mot attention, c'est le côté, effectivement, quel est le but à atteindre ou la raison à atteindre. Et tout va démarrer par là. Première étape du voyage, c'est l'intention. Tout passe par l'intention. Du coup, moi, j'aimerais faire un petit exercice avec vous pour commencer.
Vous partagez cette photo-là. Je vous laisse quelques secondes pardon, à regarder cette photo-là. Prenez le temps qu'il vous faudra, même s'il faut passer 45 minutes sur la photo, je vous laisse regarder 45 minutes la photo, mais je vous laisse le temps de regarder cette photo. Ok, super, maintenant que vous avez regardé cette photo, moi je vous dis, ok, moi je me suis posé cette question-là en ayant déposé mes enfants à l'école il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'ai pas pris une photo de cette école-là parce qu'effectivement, dans cette photo-là, ce qui est intéressant, c'est la vue du dessus hein, qui devient très intéressante. Mais effectivement, en les déposant à l'école, j'ai vu qu'ils commençaient à les jouer justement dans la cour de récréation. Et je me suis posé la question, et du coup, je vais vous poser la question, c'est que voyez-vous sur cette photo? Donc n'hésitez pas à échanger, à répondre par le chat. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo-là ou que voyez-vous sur cette photo? Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste des réponses. Sentez-vous justement libre de participer. Ouais, une multitude de groupes, super, plusieurs groupes d'élèves. J'ai trouvé Charlie, ouais moi aussi je l'ai cherché longtemps. Des enfants dans une cour d'arbres avec des arbres, des petits groupes, des élèves, des collégiens, un diagramme d'affinité, ouais super, un arbre, un cours d'école, super. Bon écoutez, on voit plus ou moins tous la même chose d'une somme d'individus. Ok. Si je pose la question différemment, maintenant, c'est que faut-il voir sur cette photo? Selon vous, que faut-il voir sur cette photo? Regardons bien la photographie. L'arbre, effectivement, on peut toujours voir l'arbre. Ouais, des interactions, des échanges, la bulle blanche de discussion aussi, un potentiel de rencontre, ouais, des groupes d'élèves, une diversité des groupes, du mouvement, des couleurs, ouais. Bah, effectivement, alors pour être dans la continuité de ce que je dis, moi voilà ce que j'ai vu. Je me suis dit, regardons bien la photo. Moi je vois une multitude de petits groupes, de entre 5 et 10 enfants, voire moins, voire plus, mais pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Des élèves qui sont organisés ensemble pour atteindre un quelque chose commun. Ce quelque chose commun, moi je l'ai vu comme étant nulle part présent. Certains se sont dit peut-être, bah voilà, on va faire une partie de Pokémon, d'autres vont faire une partie de football, d'autres vont faire des choses ensemble. Mais effectivement, certains, effectivement, dans le commentaire, il y a marqué ensemble ou pas, mais chacun est libre de, justement de s'organiser comme il veut. Et là, moi, ce qui m'avait marqué, c'est effectivement, les petits groupes naturellement vont se créer parce que chaque groupe a sa propre intention. Chaque groupe a une intention qui est justement qui est légitime à ce groupe-là, et ce groupe va travailler sur cette intention qui est liée uniquement à ce groupe-là. Si on prend le petit groupe qui est complètement à gauche et le groupe qui est complètement à droite, certainement qu'ils sont en train de faire autre chose, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'effectivement, rien ne les a organisés comme ça, personne ne les a organisés comme ça, ils sont organisés tout seuls, sachant qu'effectivement, ils étaient dans un environnement donné, avec des contraintes données, dans une cour, durée limitée, 15, 20 minutes, et ce qui est intéressant, effectivement, de voir là-dessus, c'est que personne ne les a organisés pour le faire. Moi, ça m'a étonné. Effectivement, j'étais surpris de le voir parce qu'effectivement, je me suis posé cette question, c'est que faut-il voir sur cette photo? Et j'ai vu effectivement des groupes qui s'étaient un peu auto-organisés tout seuls pour répondre à quelque chose. Mais c'est là que vous me direz, ok, c'est super, mais Michel, le client de départ, donc Michel, le client, le directeur financier, me dit, ah, c'est facile, ce ne sont que des enfants. C'est une cour de récré, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu business, il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu de production, il n'y a pas d'enjeu de performance, il n'y a pas d'enjeu RH. Bref, il n'y a pas ces enjeux-là. Ce ne sont que des enfants, c'est facile. Effectivement, c'est là qu'on peut dire, ouais, c'est facile. Mais il y a une différence entre ces deux images-là. L'image avec le bureau, c'est l'image de droite, c'est un résultat. Le client, quand il m'avait partagé son besoin, il me disait, OK, moi, je veux avoir une meilleure communication, je veux des projets qui arrivent à l'heure, etc. Le client, il m'avait parlé de produits finis avec un effet mesurable, le résultat. Alors que les enfants, ils parlaient d'une motivation, un désir qui va guider leurs actions. C'est un peu la définition qu'on pourrait donner de l'intention, ou en tout cas la définition que moi je donne de l'intention. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on parle d'intention plus de résultats. Et ce qui est intéressant là-dessus, en tant que facilitateur, je vais faire en sorte de toujours faire en sorte que les deux soient bien conjugués, intention et résultat, qu'on comprenne ce qu'on a envie d'atteindre, mais toujours me focaliser en priorité sur l'intention. Parce qu'effectivement, l'intention, c'est ce qui va vraiment motiver ou faire en sorte que le désir du groupe ou de l'intelligence collective qu'on va essayer d'impliquer, on ait une motivation qui soit guidée là-dessus. Et le résultat, effectivement, c'est le produit fini, c'est l'effet mesurable qu'on pourra avoir derrière. Sauf que
entre cette cour d'école et ce bureau, il y a une différence. Mais selon vous, quelle différence? Quelle différence voyez-vous entre cette grande salle de réunion et cette cour d'école? N'hésitez pas à poster sur le chat. Certains se prennent au sérieux. Ouais. Un environnement contraint. Ouais. Quoique la cour d'école, l'environnement contraint est présent aussi. Hein. L'espace est différent. Le profil, la liberté, une organisation imposée et non imposée. Ouais. Un groupe versus plusieurs groupes. Ouais. Dans la réunion, ils n'avaient pas le choix. Effectivement, ça peut arriver qu'on n'ait pas le choix dans la réunion. Quoique. La hiérarchie, donc des interactions différentes. Ouais. Sachant que dans l'école, potentiellement, il peut y avoir aussi une forme de hiérarchie avec les professeurs. Espace pas organisé pour les échanges constructifs. Ouais, effectivement. Des règles communes. Voilà. Alors, sachant que les règles communes, au départ, elles sont complètement floues, mais si l'équipe décide de jouer au football, si un des groupes décide de jouer au football, bah, tout simplement, en fait, les règles, ça sera les règles du football. Même si, effectivement, peut-être que les règles vont être un peu bouleversées parce que ça intéresse justement le groupe. Il y a des règles naturellement qui vont apparaître parce qu'on va choisir telle ou telle activité. Les groupes se sont choisis, ouais, naturellement, effectivement, les groupes se sont choisis. Chacun a sa place dans la salle de réunion, chacun peut bouger dans l'un ou dans l'autre, effectivement. Ouais, super. Il y a beaucoup de réponses hyper intéressantes et tout pour être bon. Il y a une réponse très intéressante, c'est le résultat précis, voire imposé. Ouais, effectivement. Néanmoins, il existe une très 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 grande différence entre les deux. Les égos. Les écosystèmes ou les égos, effectivement, versus écosystème. On peut parler d'écosystème, tout à fait. Mais il existe, alors si on parle d'écosystème ou d'écosystème, on peut parler du contexte. Le contexte dans lequel vont travailler l'entreprise versus justement la cour de récréation. Je pense que ça peut parler à certains. Je partage ça avec vous. Effectivement, on pourrait préciser ça avec le modèle Raf-Stacey ou justement la matrice de Stacey, Cinéfine. Effectivement, on va dire qu'on a 4 contextes différents dans lesquels on peut évoluer pour justement catégoriser des problèmes ou des prises de décision. Il y a un contexte qui est évident, c'est-à-dire que les problèmes peuvent être résolus en utilisant des pratiques éprouvées ou en suivant des procédures établies. Effectivement, on a besoin d'envoyer un mail, on ne sait pas comment le faire, on trouvera toujours la solution sur Internet, il y a des solutions qui sont simples. Il y a justement des contextes qui sont un peu plus compliqués et ce matin, effectivement, notamment Olivier Zara en parlait, la différence entre compliqué et complexe. Compliqué, effectivement, c'est les problèmes peuvent être résolus par des experts, sachant qu'effectivement un problème A peut être résolu par un expert B. Et on a des événements qui sont complètement à l'inverse, des contextes qui sont complètement inverses, extrêmes, qui sont appelés les contextes chaotiques. Alors, pour vous donner des exemples de contextes chaotiques, on a eu il y a quelques années de ça, effectivement, le Covid, avec le confinement. Qu'on soit d'accord ou non avec les décisions politiques qui ont été menées, etc., dans une situation chaotique, dès qu'on ne sait pas ce qui se passe, en fait, il faut prendre rapidement en fait, des décisions. Nous sommes dans une situation de crise, il faut prendre des décisions tout de suite pour stabiliser la situation et voir ce qu'on va mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vous parler en fait de ces situations chaotiques, parce qu'effectivement, alors je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je ne donne aucun avis politique, mais c'est pour vous montrer effectivement ce qui pourrait se passer dans un contexte chaotique. Autre exemple dans un contexte chaotique, une usine prend feu, on va pas réunir des gens autour d'un atelier et dire alors, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que le feu disparaisse? Non, il y a une décision à prendre, on appelle les pompiers, on éteint le feu, et après on verra potentiellement comment on peut sensibiliser ou faire en sorte que l'intelligence collective puisse apparaître pour reconstruire différemment, etc. Mais dans une situation de crise ou dans une situation de catastrophe, il y a une décision rapide à mettre en place. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les situations qui sont complexes. C'est des situations où en fait les problèmes sont souvent émergents, mal compris, et les solutions ne sont pas toujours clairement définies. Quand on parle de situations complexes, ça peut être effectivement des problèmes environnementaux, des problèmes de santé publique, ce sont des problèmes sociaux, mais nous, ce qui peut nous intéresser dans des contextes où moi j'accompagne les clients et où j'accompagne avec Insuffle, ce sont souvent des problèmes qui sont organisationnels.
Pourquoi en fait on parle de situation complexe? On va dire qu'aujourd'hui, si on décide de travailler sur un nouveau projet, que ce soit un projet informatique, un nouveau projet industriel, et cetera, on ne travaille pas tout seul dans son coin. On a besoin de travailler avec des différents acteurs, que ce soit des RH, de la finance, de la gestion de projet, et cetera. Et toutes ces personnes sont interconnectées entre elles, et sachant que quand une personne va tirer de son côté, forcément ça va tirer sur tout un ensemble, c'est un peu ce qu'on peut appeler de la systémie. Le but, c'est pas justement de faire de la vulgarisation ou parler de la systémie aujourd'hui, mais vous montrer qu'en fait, dans un environnement qui est complexe, c'est tout est interconnecté. Et aujourd'hui, quand tout est interconnecté, il n'est pas toujours évident de mettre le doigt sur le problème. Il est encore moins évident de trouver une solution à ce problème-là. Dans les situations complexes, on retrouve tout ce qui est innovation au sens très très large du terme, et on pourrait mettre des guillemets autour de l'innovation, des gros guillemets autour de l'innovation. Mais il y a le côté nouvelle organisation. On souhaite mettre une nouvelle organisation en place. Effectivement, c'est aujourd'hui que deux personnes choisissent de mettre une nouvelle organisation en place, c'est potentiellement dangereux parce qu'effectivement, une entreprise qui choisit elle-même par le biais de deux personnes de mettre une nouvelle organisation en place, bah, du coup, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques parce qu'effectivement, on est loin et déconnecté en fait de ce qui peut se passer réellement sur la réalité, sur le terrain. Il y a tout ce qui est notion de performance collective. Effectivement, performance collective. Ce matin, notamment, on en parlait avec Jean-Claude Laroche qui nous montrait ça. Quand on parle de performance collective, ça peut nécessiter plein de paramètres, plein de choses qui sont à mettre en place. Effectivement, il n'est jamais évident de parler de performance collective dans un environnement en dehors que dans un environnement complexe. Mais on peut parler aussi de nouveaux produits, de gouvernance, de stratégie d'entreprise, voire de vision d'entreprise. Où aujourd'hui, avoir une vision d'entreprise en étant complètement déconnecté de ce qui peut se passer sur le terrain, que ce soit du terrain client ou du terrain des collaborateurs ou des individus, ça devient complètement en fait illusoire de penser qu'on peut être seul à penser sa vision d'entreprise. La vision d'entreprise, c'est un environnement qui est complexe et il faut sensibiliser un maximum d'acteurs pour pouvoir justement répondre à tout ça. Donc si on continue dans cette lancée-là, effectivement, tout ce qui est complexe, on va souvent se concentrer, si je reprends l'exemple de Michel, et Michel qui était le directeur financier qui m'a dit facilite-moi ça. En fait, il s'était concentré sur le problème à venir. Il ne me parlait que du problème. Jamais il m'a parlé de l'intention. Il m'a parlé effectivement des résultats. Je voudrais un projet à l'heure. Et encore une fois, on pourrait imaginer que c'est pas quelque chose qui était très mesurable et très tangible. Mais effectivement, il ne parlait que des problèmes. Et en fait, en tirant des problèmes dans un environnement qui est complexe, avec tout ce qui m'est marqué, ça englobait plus de 500 à 600 personnes, effectivement, vous allez trouver avoir un peu une pelote de laine où chacun va tirer. Et au final, si chacun tire de son côté, ça va faire un gros nœud. Et pour démêler ce nœud, ça sera quasiment impossible. On sera dans une situation complexe. Et moi, j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Si on parle du problème, et là, on verra qui va être le plus rapide. Selon vous, combien de points voyez-vous apparaître à l'écran? 20, 21, 24, beaucoup, 24, 24, 24, une multitude, 20, super, 13, 5. Il y a pas mal de points qui apparaissent, c'est chouette, 20, 20, 35. Bon, il n'y a pas beaucoup de bonnes. Si, il y a beaucoup de bonnes réponses, il y a des suffisamment, il y a une multitude, etc. Il y a beaucoup de réponses intéressantes. Ok, attention, on va voir qui va dégainer le plus rapidement. Maintenant, combien y a-t-il de points ici? Ok, super. Quelle est la différence entre ces deux pages? Ouais, l'organisation, l'ordre, le regroupement, les éléments qui sont ordonnés. Super, le placement, organisation versus organisé. Ok, très bien. Et maintenant, si je vous affiche cette page-là, quelle différence on voit? Ah, il y a quelqu'un qui a parlé de c'est plus facile pour le cerveau. Ouais, tout à fait. Il y a plus rond. Ouais, effectivement, il y a pas, il y a plus de rond. Ok, super. Mais effectivement, dans cette image-là, par rapport en fait à la première image avec les points ou cette image-là, on subit l'information, trop d'informations. Sauf que si on prend un cas concret, aujourd'hui, on est en voiture, on rentre sur cette autoroute-là, ben, par rapport aux deux images que j'ai pu montrer avant, ben, on va se concentrer effectivement sur le côté ben, comment on peut faire pour afficher différemment ces points-là pour qu'ils soient mieux visibles.
Donc moi, en tant que facilitateur, je vais me concentrer, c'est comment les rendre plus facilement lisibles, plutôt que me dire il y a un problème qui est basé là-dessus. Même image que ça, en fait, si je rentre sur l'autoroute, je vais pas m'arrêter en plein milieu de l'autoroute et dire bah ok, bah comment je fais pour résoudre le problème. Non, je suis sur l'autoroute, le but c'est d'arriver à destination. Mon but c'est d'être orienté sur la solution, donc comment je fais pour être sûr d'arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On va pas s'arrêter, on va pas commencer à réfléchir, à dire comment on va modifier tel ou tel panneau. Non, on y va, on trace, on continue. En fait, les deux images sont pareilles. Effectivement, c'est un principe de subitisation. Donc, on va subir l'information sur le premier et se dire que comment on fait, nous, en tant que facilitateur, comment moi, je fais en tant que facilitateur, pour faciliter les choses, sachant qu'effectivement, les données sont les mêmes, mais faciliter la visualisation des choses, faire en sorte que, justement, aider les clients que j'accompagne ou les organisations que j'accompagne à voir les choses plus facilement. Si je vous donne un autre exemple ici, ça c'est la matérialisation qu'on peut avoir dans un problème dans une entreprise. Pardon. Effectivement, il y a le début du projet qui est complètement à gauche, et là vous vous positionnez où selon vous? Qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait ici quand on est dans ce projet-là? Où est-ce que vous vous trouvez? Dans quel écrou? Dans quel boulon? Dans quelle machine? Effectivement, on peut être un peu partout. Alors, il n'y a pas de réponse qui est plus attendue que ça, c'est pas le but. C'est juste vous montrer qu'en fait, il y a deux possibilités dans cette image-là. Si on regarde d'un point de vue projet, alors on peut parler de projet informatique, on peut parler de projet RH, de projet financier, de projet de rachat, de projet de transformation, de projet, bref, toutes choses qui en fait effectivement il y a des choses à délivrer derrière. On peut tout simplement se dire que deux solutions s'offrent à nous. Soit moi, en tant que facilitateur, je fais en sorte de regarder ce qui va se passer dans tel ou tel écrou, soit je vais prendre de la hauteur et dire, ok, en fait, très bien, il y a quelque chose qui est déjà présent, mais qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Est-ce qu'on cherche plutôt à résoudre ce problème ou à réfléchir à ce qu'on aimerait plutôt atteindre comme solution? Donc du coup, une des postures que j'ai effectivement, c'est clarifier l'attention plutôt que me focaliser sur le problème. Le côté, alors pourquoi on parle d'attention? Le côté Yaka Faucon. Alors c'est le côté comme un 31 décembre, j'aimerais perdre 10 kilos, j'aimerais arrêter de fumer, j'aimerais arrêter de faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais effectivement, au 1er janvier, s'il n'y a que l'attention, il ne se passera pas grand-chose. C'est comme en entreprise dans les réunions. Ah super, il suffit de beaucoup d'intention. Mais l'intention ne suffit pas. Parce qu'en fait, souvent, l'intention d'un sponsor que je vais accompagner comme Michel au début de la conférence, son intention est peut-être tout simplement déconnectée de la réalité. Elle est déconnectée dans le sens où au début, lui, il a envie d'atteindre quelque chose, et moi, mon rôle, c'est de travailler avec lui longtemps à comprendre ce qu'il veut faire autour de son intention-là. Les problèmes, c'est très bien, c'est son présent. C'est ce qu'il a, c'est ce qui l'empêche d'avancer, son irritant. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre? C'est quoi son intention en tant que personne, en tant que sponsor? Sachant que ça peut être une personne ou un collectif de personnes. Et du coup, l'image, mais j'aime bien t'éter au courant, c'est on va connecter les deux, parce qu'il ne faut pas connecter, en fait, juste l'intention et effectivement les personnes ensuite qui vont travailler à la bonne réussite de cette réponse-là. Mais c'est faire en sorte que les personnes soient bien connectées entre l'intention et la réalité en étant vraiment côte à côte. C'est-à-dire que même l'intention, je vais la travailler en étant avec le client et avec les parties prenantes qui sont déjà sur le terrain. Ça peut être des personnes du projet, ça peut être de la finance, ça peut être effectivement des RH, ça peut être des chefs de projet. Faire en sorte que l'intention ne soit pas uniquement bâtie seule, parce que l'intention pourrait être aussi déconnectée du terrain. Et donc du coup, comment faire là, ton facilitateur? Moi, je vais poser par exemple plusieurs questions. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des questions qui sont définies, il y en a beaucoup d'autres, il en peut y avoir des dizaines, des centaines, mais le but c'est de dire, ok, à quoi verrons-nous une différence après? Imaginons que nous soyons top, à quoi les autres le verraient? Et si cela ne se produisait pas, qu'est-ce qui se passerait? C'est un exemple. Donc, en tant qu'intention, je vais faire aussi attention de ne pas mettre le problème uniquement de côté. Parce qu'en mettant le problème de côté, on peut oublier beaucoup de choses. C'est un peu comme un arbre qui est en plein milieu de deux mondes. Effectivement, il y a le côté gauche qui est côté verdoyant, mais il y a l'autre côté aussi qui est un peu plus mort, qui est aussi le problème. Et il faut faire attention que quand on va emprunter ce pont, on n'oublie jamais l'un et l'autre. Mais effectivement, l'intention doit être présente. Alors, un exemple d'outil que j'aime bien utiliser, c'est les deux falaises. Donc, si vous voulez, je vous ai parcouru et je vous ai mis en fait un QR code qui vous présente un peu le schéma ou le mode opératoire que vous pouvez utiliser en tant que facilitateur ou non. Parce qu'effectivement, ces deux falaises, moi, je vais les utiliser avec deux approches. La première approche qui est à la droite, c'est OK, c'est quoi notre attention? C'est quoi notre état désiré? Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre?
Imaginons, nous sommes au 31 décembre, tout est au top chez nous, à quoi les autres le verraient? Ça peut être notre intention. Autre intention, c'est comment nous nous voyons à ce moment-là. Et à gauche, ça sera un peu pour la suite. Mais je vais utiliser toute la principe de métaphore ou d'analogie visuelle pour aider justement un client à se projeter sur l'intention. Mais attention, encore une fois, moi en tant que facilitateur, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de valider comme une lampe Porsche, une torche, pas Porsche, une Porsche c'est une autre chose, c'est une voiture, mais comme autant une lampe torche, je vais essayer de contrôler un petit peu, balayer un peu toutes les pièces pour vérifier qu'en fait il n'y a rien de caché. En n'ayant rien de caché, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de tension qui pourra apparaître. Intention, tension. Parce que en faisant ça, on peut avoir un mot qui apparaît et qui devient un peu un mot qui n'existe pas, on appelle de l'intempulation. Qu'en fait, ce ne soit pas réellement une intention, mais que ce soit plus un message de manipulation qui soit passé pour le facilitateur. Exemple, profiter d'un temps collectif pour faire passer un message par le facilitateur. Moi, en tant que facilitateur, je ne suis pas la main du client, je ne suis pas la main du codir, ni du COMEX, ni d'un manager. Moi, je fais en sorte que du coup, on ait une intention qui soit claire pour qu'on puisse en fait collectivement l'atteindre. Donc, on va travailler ensemble pour pouvoir le mettre en place. Donc, je fais attention qu'il n'y ait pas d'intempulation à ce niveau-là. Autre aspect, je fais en sorte de pouvoir éclairer toutes les pièces. Donc ça, c'est un peu la métaphore. Je vais parcourir toutes les pièces, aller sous lit, dans les placards, vérifier qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, qu'il n'y ait pas de brouillard qui soit perturbé derrière. Et donc du coup, je vais parcourir un peu comme une image, encore une fois comme la lampe torche derrière, parcourir derrière. Mais du coup, pourquoi avoir cette intention-là? Et justement, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Et moi, j'aime bien travailler à la fin avec une question. Un peu comme j'ai pu voir tout à l'heure en vous disant, imaginons que nous soyons à telle date, qu'est-ce qu'on verrait? Mais cette question-là, moi, je la construis pas seule. C'est le client qui va la construire, c'est le sponsor qui va la construire. Je peux travailler sur différents facteurs. Par exemple, quels acteurs doivent être impliqués? Qu'est-ce qu'on a besoin comme livrable? Quelle forme d'implication on va avoir? Est-ce qu'il y a déjà des essais qui ont été effectués? Est-ce que d'autres essais pourraient être effectués? Ça pourrait être comment nous allons faire cela? Quelle différence tu verrais si nous faisions ça? Ou quelle différence verrions-nous? Ou que verrions-nous? J'essaie toujours de transformer une intention en une question. Tout simplement parce qu'en fait, la question, elle ouvre des portes. Et la porte, ça permet de pouvoir franchir d'autres choses et parler en fait de la deuxième partie du voyage. Mais juste avant de parler de la deuxième partie du voyage, une intention, c'est 4 piliers pour moi. L'intention peut être résumée autour d'un raison ou d'un but. Mais c'est aussi, ça permet de guider l'effort collectif. C'est un peu notre moteur, c'est l'essence. Mais c'est aussi une vision ou un but commun à atteindre. Nous, en tant que groupe qui allons être sollicités pour répondre à l'intention justement du sponsor ou du client, au moins on sait où est-ce qu'on va. Mais aussi l'intention doit se focaliser sur les valeurs et les principes du groupe. Par exemple, si on décide tout simplement si on dit que l'intention c'est comment on fait pour licencier 150 personnes et on convoque ces 150 personnes-là, il y a de fortes chances à parier qu'en fait les valeurs et les principes du groupe ne soient pas tout à fait en adéquation. C'est un exemple, ça m'est jamais arrivé, heureusement, et j'espère que ça m'arrivera jamais, et je refuserai toujours ce genre de choses, mais faire toujours attention aussi aux valeurs et aux principes du groupe. Donc, sans faire attention à ce que le groupe peut penser. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que tu étais au courant? Faire en sorte que l'intention du sponsor et l'intention du terrain, soient sollicitées. Pour résumer, c'est l'intention, c'est la direction, et la direction et le moteur qui permettent aux membres du groupe de travailler efficacement ensemble au vu d'atteindre des résultats désirés. Une fois l'intention claire, on va passer, à votre avis, à quelle étape? Qu'est-ce qu'il y aurait après l'intention, selon vous? En tant que facilitateur, moi, en tant que facilitateur, une fois que il y a une intention qui est claire, qui me paraît claire, où il y a une raison ou un but, qui a un effort collectif qui permet d'être guidé autour de ça, qui a des valeurs et des principes qui sont bâtis, ce serait quoi la prochaine étape selon vous? La sieste, toujours la sieste. Mais ça, c'est la sieste, c'est entre chaque voyage et pendant le voyage. Ouais, quel processus mettre en place? Ouais. Alors, pour vous aider, c'est ma vision des choses. Effectivement, il y a le côté de la décision. Ok, on a une intention qui est comment on fait ceci? Qu'est-ce qu'on aimerait atteindre? Voilà, on veut aller là. Mais du coup, il faut décider. Mais selon vous, ça veut dire quoi décider? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que décider, c'est possible? Ça veut dire quoi de décider? Décider, c'est renoncer.
Ouais. D'y aller ou non. Ouais. Faire un choix. Si on se lance dans l'action ou non. Ouais, tout à fait. Choisir une solution. Ouais, super. Bah, effectivement, on est aligné. Hein. Effectivement, décider, c'est quoi? C'est franchir une de ces portes-là. Il y a certaines portes qui sont connues, d'autres qui sont encore méconnues. Mais en tant que sponsor, un de mes rôles quand j'accompagne justement ces sponsors-là, je vais dire, OK, ben, on a quelques portes qui s'offrent à nous par rapport à ce qu'on a pu déjà voir sur le terrain, parce qu'effectivement, on a pu solliciter des personnes, on a pu sélectionner différents acteurs, différents experts du terrain, et du coup, on a différentes portes qui vont s'ouvrir à nous. Maintenant, il faut bien falloir décider quelle porte on va prendre, sachant que les portes, elles peuvent être décidées avec le sponsor, mais dans un principe d'intelligence collective, ce qui peut être intéressant, c'est décider avec les vrais acteurs sur le terrain, qui ont l'expérience de ce terrain-là, et du coup, là, on fera plutôt que vivre le terrain, plutôt que voir le terrain, on pourra le vivre pleinement entre le sponsor et justement les acteurs de l'intelligence collective. Mais en franchissant cette porte, il se passera encore peut-être quelque chose d'autre. Et là, Michel, est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Et on verra qu'il y a d'autres portes qui vont ouvrir d'autres portes. Décider, c'est aussi d'accepter d'ouvrir encore plus de portes dans le futur. Rien n'est figé dans le temps, et c'est que de l'apprentissage qui se fera au fil de l'eau, qui sera affiné en fonction aussi de l'intention initialement prévue. À votre avis, à quel moment une décision est-elle considérée comme une bonne décision? Quand elle est partagée par le plus grand nombre, ouais, dans l'esprit commun, c'est une fois qu'on a obtenu une réussite. Quand elle nous plaît, quand elle est acceptée par le groupe, quand on verra le résultat, si elle est acceptée, quand elle est partagée. Ouais, super. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que, effectivement, la notion en tant que facilitateur, quand j'interviens, c'est montrer aussi aux sponsors que la décision, c'est un processus qui est complexe. Il ne faut pas juste dire on n'y va pas, on franchit pas. Mais une décision sera considérée comme bonne une fois qu'on aura fait ce qui était prévu dans cette décision-là. Donc une fois qu'on sera dans le futur de la décision, pas dans son passé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, moi en tant que sponsor, ce qui va être intéressant, la décision que je vais prendre ou les décisions collectives qu'on va prendre tous ensemble vont se baser sur trois piliers aussi. La permission, la protection et la puissance. Parce que grâce à ces trois aspects-là, le sponsor qui va décider de donner au groupe ces piliers-là, va permettre à un groupe de franchir en fait un autre monde. Et cet autre monde devient très intéressant parce qu'en fait c'est un monde qui va se connecter de l'intention à la réalité, mais qui va pas se connecter simplement en fait en mode super, j'ai décidé quelque chose et du coup on y va ensemble. Non, c'est j'ai décidé ensemble ou nous avons décidé ensemble d'être connectés à quelque chose qui est mis en place, quelque chose qui est vraiment fait par vous, quelque chose qui est dirigé, quelque chose qui est maintenu, quelque chose qui est piloté par ceux qui sont sur le terrain. Donc, comment on fait pour connecter ces deux mondes-là? On en revient en derrière. C'est justement un des travaux que je peux avoir avec les sponsors, c'est le faire en sorte que lui donner la décision de franchir cette porte-là, et plutôt que parler de décision de prendre des actions, c'est juste dire que peut-être qu'il y a une autre manière de penser et que l'intelligence collective et la facilitation, c'est tout simplement faciliter l'émergence d'une intelligence collective pour explorer d'autres options et envisager des chemins qui seront différents de ceux initialement prévus. C'est se donner la permission de pouvoir tester des choses. C'est ça décider en fait justement pour le sponsor qu'on va accompagner dans l'intelligence collective que je vais accompagner. Effectivement, je vois beaucoup de choses très intéressantes dans les retours. Hein. Quand elle est efficace, quand elle permet d'avancer plus loin, quand elle est prise, droit à l'erreur, effectivement. Alors plutôt que parler de droit à l'erreur, moi j'aime bien parler du droit à l'apprentissage. Parce qu'effectivement, on en a le droit d'apprendre. C'est pas parce qu'on va se brûler la main sur un chauffage que le geste, on a pu apprendre quelque chose ou qu'on recommencera pas. Comment on fait en sorte de travailler ensemble, d'apprendre ensemble, mais faire en sorte que le sponsor donne l'autorisation de pouvoir connecter ces deux mondes-là. Et là, il y a des questions qui peuvent se passer, mais ok, mais comment je fais pour prendre des décisions, moi, en tant que sponsor? Il y a trois formes de décision que moi je le vois, que je peux remarquer en entreprise. C'est le côté directif, participatif et collaboratif. Le côté participatif et collaboratif, c'est deux choses différentes. On peut parler de participatif quand on a des besoins d'avoir des retours du terrain, du feedback du terrain. Ça peut être des sondages, de l'intelligence collectée, etc. Le collaboratif, c'est totalement l'inverse.
C'est que le terrain va nous aider en fait à obtenir quelque chose d'autre et qui va nous permettre d'atteindre son attention. C'est un contexte de collaboration, ça va bien ensemble. Le participatif, on vient juste récolter. Le collaboratif, c'est on construit ensemble. Et le côté directif, effectivement, ça peut venir impulser des choses. Mais c'est pas parce qu'on est dans telle ou telle porte à prendre qu'on ne peut pas prendre le directif plutôt que le participatif ou le participatif plutôt que le collaboratif. Et je vais aider justement de temps en temps à faire en sorte que le sponsor ou mon client va naviguer dans dans ce triangle-là. Parce que de temps en temps, il faut prendre des directions, prendre une décision simple. Une décision simple, ça peut réunir des gens pour prendre des décisions qui vont être complexes. Et effectivement, travailler ensemble sur dire que, ok, faire en sorte de réunir ces personnes-là, il faut qu'il y ait une approche qui soit directive, plutôt que participative, plutôt que demander quand est-ce que vous seriez disponible pour. Non, réunis des gens, fais en sorte qu'ils puissent travailler ensemble, donne-leur la permission, donne-leur la protection pour que le groupe puisse avoir de la puissance. Et c'est là souvent qu'il y en a qui disent ouais mais Johan, c'est quoi ton secret pour aider justement un décisionnaire à prendre des bonnes décisions? Le secret, c'est pas de confondre en fait une décision avec une intention et une action. Une décision, elle va permettre d'emmener le collectif vers quelque part. Et on saura qu'une décision a été bonne une fois après coup. Donc il faut accepter de la part de nos clients et de la part du sponsor que la décision qu'on va prendre sera peut-être à risque et qu'elle ne sera pas bonne ou qu'elle sera bonne qu'après coup. Et il faut aussi accepter que la boucle de cette décision, l'apprentissage qu'on va avoir, soit le plus rapide possible. Une fois que la décision est passée, alors j'accélère un petit peu sinon je vais être en retard, je vais me faire taper dessus par les 3 autres facilitateurs. Une fois qu'on a cette décision qui est prise, mais qui est prise de pouvoir faire des choses différemment, de pouvoir emprunter des différentes routes, pouvoir tester des choses, pouvoir apprendre ensemble, il y a le passage à l'action. Et ce passage à l'action est très important. Et là, en tant que facilitateur, on peut permettre à une entreprise, à une organisation ou à un groupe de personnes de sortir de la tête de l'eau. La facilitation, effectivement, c'est pas des post-it sur un mur. La facilitation, c'est pas juste réunir des gens dans une salle. La facilitation et l'intelligence collective et le rôle que j'ai moi en tant que facilitateur, et moi je parle en tant que je, vous, certainement, c'est peut-être différent ou non, j'en sais rien, mais un de mes rôles, justement, c'est sortir la tête de l'eau des personnes. Ça peut être pour passer du bon moment ensemble. Ça peut être faire en sorte qu'on sort du cadre habituel. Ça peut faire en sorte qu'on ralentisse. Moi, il y a pas longtemps, tout simplement, j'ai demandé à un client qui ne pouvait pas déjeuner. J'ai dit, viens, on va déjeuner, on va prendre 2 heures pour déjeuner ensemble. Il est revenu, il était en pleine forme, il n'avait pas fait depuis plusieurs semaines, ce qui n'est pas possible. Ça peut être tout simplement aller prendre une bière en fin de journée en fait avec un client pour essayer de parler autour de ce qu'il a besoin. Ça peut être aller voir un groupe différemment, ça peut faire en sorte de le changer de ses habitudes. S'ils sont toujours sur leur ordinateur en réunion, on coupe les ordinateurs, on travaille différemment dans un autre contexte. Ça me permet en fait effectivement de sortir à un groupe, de sortir justement de cette habitude-là, sortir de la tête de l'eau. Mais là, quand on rentre dans l'action, j'ai eu la semaine dernière un client qui m'a dit ouais c'est sympa en fait l'intelligence collective et la mise en action, mais entre les deux je trouve qu'il n'y a aucune compatibilité. On ne fait que parler, on ne fait que faire de blabla, etc. Et c'est là qu'effectivement moi je me suis dit ok mais lui il le voit comme étant juste du blabla, potentiellement du collage de post-it. Et là on se dit bah ok mais quelle est la méthode pour faire en sorte d'aider un groupe à les accompagner de l'intention, de la décision à l'action? Comment je peux faire? Donc du coup, on se dit certainement il y a une méthode à copier, une méthode en fait à coller, une méthode à faire du copier-coller. Encore rien qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mais oui, t'es un facilitateur expérimenté, du coup t'as pas besoin de préparation. Mais je sais pas si vous avez vu, l'intention m'a pris quasiment 3/4, peut-être pas 3/4, la moitié de ma présentation de la conférence. L'intention, je vais passer du temps avec le client. Tant que j'ai pas trouvé l'intention claire avec le client, tant que je ne comprends pas ce qu'il veut, tant que le groupe avec qui il va être n'aura pas en fait cette compréhension-là, on va travailler ensemble. Parce qu'en fait, la méthode, il n'y a pas deux méthodes ou d'approche collaborative pour réussir. Par contre, il existe des petites choses qui sont différentes, ce qu'on peut appeler l'intelligence de situation. Faire en sorte qu'aussi, en fonction de ce qui peut se passer, en fonction de la découverte de l'atelier, ou la découverte en fait de séances collaboratives ou des séances de co-construction, on retrouve des choses qui sont ensemble et qui vont se permettre de pouvoir en fait ouvrir d'autres portes, découvrir des choses qui sont complètement différentes. Par contre, nous, en tant que facilitateurs, ce qui est intéressant, et moi en tant que facilitateur, comme le disait Alain Sibous, qui est juste à côté connecté, Alain Sibous, qui est un grand philosophe des temps modernes, nous on vient les mains dans les poches, mais les poches sont pleines.
mais elles sont pleines par l'expérience, par plein de choses, sur lesquelles effectivement tout à l'heure on parlait de droit à l'erreur. Yannick, tu parlais de droit à l'erreur. Mais effectivement, on a appris depuis, et du coup moi j'ai appris, et en apprenant, du coup je sais que je viens avec les mains dans les poches, avec des outils qui sont potentiellement accessibles. Même si effectivement tout a été designé, tout a été ramené, il faut toujours pouvoir dégainer rapidement et faire en sorte que d'être focus sur l'intention qui peut évoluer. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Du coup, pour m'aider, moi je vais m'appuyer sur 7 piliers. Est-ce que du coup, quand je vais accompagner un groupe, est-ce que je suis sûr que les objectifs sont clairs? Est-ce que l'intention et le contexte sont connus et reconnus de tous? J'aime bien aussi faire en sorte que les règles du jeu soient connues. Effectivement, si on joue au Monopoly, qu'on se retrouve pas en train de jouer à la belote. Mais aussi que le design de collaboration et que le processus de collaboration soit clairement défini. Et défini aussi avec le sponsor. Comment on pourra faire en sorte de mener ça? Comment on pourra connecter ton intention par rapport à ce processus-là? Et du coup, est-ce que ton intention, elle est véritablement dans un processus qui est ou dans un contexte qui est peut-être complexe ou compliqué? Est-ce que c'est peut-être pas trop facile? Est-ce que du coup, solliciter en fait l'esprit collectif ou un esprit collaboratif, est-ce que c'est pas trop coûteux? Ça peut arriver de dire que peut-être que c'est trop compliqué à mettre en place par rapport aux bénéfices ou aux gains qui pourraient escompter. Et 3 points importants, c'est travailler sur le design de l'atelier. Faire en sorte que le design soit adapté au groupe et aux sponsors et à l'intention, et pas que ça soit en fait un joujou du facilitateur. Pas mettre en fait, si on en parlait tout à l'heure à la table ronde, la facilitation graphique est un des moyens, une des techniques. Mais si nous, en tant que facilitateur, on dit bah voilà, ça me fait plaisir de faire des dessins, non, le design collaboratif, le tel ou tel atelier, qu'on va utiliser un forum ouvert, un World Café, en fait, du fishbowl, plein de choses, ça doit en fait correspondre en fait à une intention, pas au plaisir du facilitateur. Et faire attention à 2 choses. Le temps, parce qu'effectivement, en entreprise, on peut facilement se retrouver à se dire que l'intelligence collective ne sert à rien parce qu'on ne passe pas à l'action, qu'à la fin, on doit réussir à sortir plus grandi en tant que groupe. Et moi, en tant que facilitateur, faire en sorte que ce temps, à la fin de ce temps, que cette boucle de temps, cet espace-temps, le groupe soit différent par rapport au début, qu'il soit ressorti avec des choses qui soient différentes, qu'au moins ils aient avancé sur une intention qui est un peu plus claire, qu'ils aient des premiers éléments tangibles. Et pour important, c'est faire en sorte que la diversité soit présente. Alors effectivement, ça peut être une diversité qui est des hommes ou des femmes. On a pu voir qu'effectivement, le principe d'Anita Wiley qui a fait justement des tests, que justement avoir des femmes dans un groupe, ça peut énormément aider dans l'intelligence collective, mais pas que. C'est faire en sorte que si on parle d'un nouveau projet, bah, qu'on fasse en sorte d'avoir les bons interlocuteurs. Si on parle d'un nouveau projet, il faut de la finance, il faut de la RH, il faut de la formation, il faut plein de choses. Donc du coup, si on retrouve un projet, ne pas réunir uniquement en fait les personnes qui sont sur ce projet-là. Retrouver les parties prenantes. Ce qui est même génial, c'est potentiellement attirer de nouveaux clients, faire venir les clients pardon, qui sont déjà présents. Et pour continuer, effectivement, garde ton cadre. Le cadre, c'est le cadre en fait du groupe. Et moi, en tant que facilitateur, c'est pas mon cadre, c'est le cadre du groupe. Et pourquoi on parle du cadre? Parce qu'effectivement, le cadre, c'est de quoi moi, en tant que groupe, j'ai besoin pour réussir. De quoi j'ai besoin de la part des autres pour que ça soit un succès. Donc moi, en tant que facilitateur, je vais faire en sorte que pour atteindre l'intention, pour que la décision qui a été prise et pour qu'on puisse passer à l'action, le cadre soit en adéquation et co-construit avec le groupe et que le groupe s'approprie ce cadre-là. Voir à ce qu'eux le construisent entièrement par eux-mêmes, accompagnés par moi, mais qui se l'approprient. Par contre, je serai gardien de ce cadre-là. Je serai gardien de ce cadre-là pour éviter qu'on passe du blabla. Parce qu'effectivement, il y a 5 principes qui me tiennent d'accord. On parlait effectivement de la diversité, du design, mais de la confiance dans le groupe, faire en sorte qu'il y ait de la participation active et une communication qui soit établie au sein du groupe. Donc garder ces 5 aspects-là, tout simplement pour éviter de passer du coq à light. Voilà, il est 15h30 bientôt. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, on passe du coq à light. Mais pour éviter tout simplement qu'on puisse se retrouver dans quelque chose qui soit de l'apprentissage collectif émergent. Parce que l'apprentissage collectif émergent, c'est faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un va apprendre, quelqu'un va émettre son opinion, un sujet, que ce soit bienveillant, que ce soit pas dégradant pour le groupe dans le but de la construction de la solution, mais que ça soit en fait complémentaire et qu'on puisse y rajouter des éléments supplémentaires. Autre chose qui est intéressant, c'est effectivement, on n'apprend pas à nager dans un livre. Dans l'action, c'est la possibilité de pouvoir apprendre des choses ensemble. Mais apprendre aussi par rapport à l'intention. En fait, l'intention, elle n'apprend pas à nager dans un livre. L'intention, elle va apprendre à nager dans l'océan ou dans une piscine.
bah, du coup, jetons le groupe dedans, jetons l'intention dedans, jetons la décision et regardons ce qui se passe. C'est effectivement le plus grand danger qu'il pourrait y avoir pour un temps collectif. Et là, je rejoins effectivement le feedback qu'avait pu me faire un client. Le danger, attention, entre l'action et l'intelligence collective, il peut se passer des choses ou il peut rien se passer. Bah, le grand danger, c'est de voir le temps passer et de faire en sorte que l'action ne reste que stade de la décision, voire de l'intention. Se dire un peu, bah, il faudrait que, il suffit que, j'aimerais perdre 10 kilos, mais au final, je perds rien du tout. Et pour terminer là-dessus, effectivement, si vous voulez vous baser un peu sur ces deux falaises-là, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est simple d'utilisation, ça nécessite peu de choses. C'est faire en sorte que l'intention, il y a bien une raison, un but, qui permettent, que l'intention permette de guider l'effort collectif, mais qui est aussi autour de l'intention une vision, un but. Parce que l'intention, c'est aussi un état désiré. Nous, en tant que collectif, en tant que personne, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre? Sachant qu'on peut avoir un état désiré qui soit antagoniste ou agoniste, c'est-à-dire que certains veulent aller à A, veulent aller à B. Quelle décision il faut prendre justement après? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un état désiré qui soit commun? Ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait différentes falaises qui apparaissent? Et ensuite, est-ce que l'intention est toujours en phase avec les valeurs et les principes du groupe? Et après, on va passer par la phase de décision. La décision pour faire quoi? Avoir un prisme différent, changer de contexte, permettre aussi d'avoir une permission, une puissance du groupe, pouvoir le libérer. Mais une décision, c'est comment on fait potentiellement pour définir tout ça. Donc si je reprends l'exemple des deux falaises, on a derrière l'action. Donc les deux falaises, il y a le côté état désiré, le côté état présent. Comment on s'y situe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et l'action, mais qu'est-ce qu'on construit entre ces deux mondes-là? Et juste pour terminer là-dessus, comment on construit? C'est une image que j'ai collée ce matin parce qu'effectivement, j'ai fait un séminaire la semaine dernière. Et du coup, j'avais demandé à un groupe de dire, OK, comment vous reliez? Quelle est la métaphore que vous allez utiliser pour relier en fait ces deux mondes-là? Il me dit, bah en fait, nous on va utiliser l'avion parce que l'avion c'est plus rapide. Et on va faire des avions et on va mettre des oiseaux voyageurs qui vont en fait nous aider en fait à atteindre ces destinations-là. Parce que si jamais l'avion se crache, on va pouvoir y arriver. Et l'avion, c'est la métaphore de quoi? C'est d'une nouvelle équipe qui voulait monter, etc. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, effectivement, cette métaphore permet de pouvoir embarquer. Et en fait, l'intention, si elle a été comprise au départ, qui était de créer quelque chose, et là je ne pourrais pas partager l'intention qui a été le fait lors de ce séminaire-là, ça permet de faire plusieurs choses. Et là, voici quelques retours que j'ai pu avoir justement des accompagnements. Ça permet d'avoir un aliment stratégique. Ça permet de créer un flux de communication optimisé au sein de services, désiloter des services. Ça permet aussi d'avoir une réduction du turnover, sans les fautes d'orthographe, ça sera mieux. Ça permet aussi une organisation sur mesure, faire en sorte de créer la bonne organisation qui s'adapte avec les bonnes personnes au bon moment, avec les bons contextes, etc. Avoir des projets que les clients vont utiliser. C'est bête, mais souvent il y a des projets qui ne sont pas forcément en adéquation par rapport à l'utilisation des clients. Une augmentation du chiffre d'affaires, ça peut faire partie aussi des entreprises. Mais c'est aussi de meilleurs recrutements, une réduction du turnover, des prises de décision rapides. Voilà, donc je suis facilitateur, c'est mon métier. Et la dernière question que moi je pose souvent en fait à mes clients, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que cela fonctionne? Et pour faire en sorte que ça fonctionne, moi j'explique que mon métier, c'est la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et ce n'est que celui des relations humaines. C'est une citation de Saint-Exupéry qui reprend la première citation du proverbe que vous avez pu voir au tout début entre le proverbe japonais. Donc moi ce que je vous propose, c'est que plutôt que ça soit facilite-moi ça, c'est facilitons tout ça, demain tous facilitateurs en entreprise, peu importe l'approche que vous utilisez, c'est faire en sorte que nous on puisse atteindre une intention qui soit commune, qu'elle soit la plus propre possible. Et effectivement, je vous invite tous, si vous le souhaitez, à venir justement soumettre votre email à cette adresse-là. Moi, c'est l'occasion de vous partager en fait une réflexion. C'est ma première conférence autour de ça. Donc effectivement, avec vous, c'était la première fois que je la donnais. Je suis dans le train d'écrire depuis plusieurs mois un livre autour de ça. Donc si vous voulez, pour être tenu au courant de l'avancée du livre, n'hésitez pas à scanner ce QR code-là. Et quand j'ai fait cette conférence, voilà que je me suis senti en mode, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais, par quelle boule prendre. C'est une position que j'ai pu prendre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste quelques petites minutes à poser des questions. Et après, je vous demanderai en fait une dernière petite faveur. Mais voilà, sentez-vous libre d'interagir, de poser toutes vos questions et de faire en sorte qu'on ait une petite communication entre nous, en mode question-réponse, les quelques dernières minutes. Le QR code. Hop, c'est bon. Ah, 3 questions sur le QR code. Super, je vous le partage.
Super, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Si vous avez des remarques sur, effectivement, sur la présentation, effectivement, c'est vraiment j'ai essayé de guider en 3 voyages entre l'intention, la décision et l'action. Et le but, c'est comment on crée en tant que facilitateur ce voyage-là pour que ce soit pour le client, du sponsor jusqu'aux équipes. Donc si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise. Bravo, merci, merci à tous. Est-ce que parfois tu n'arrives pas à clarifier l'intention avec le sponsor? Oui, alors je sais pas, peut-être que certains ont vu sur LinkedIn, j'avais publié il y a pas très très longtemps en fait, où je recherchais une vingtaine de facilitateurs, 10 ou 20 facilitateurs. Et donc du coup, j'ai rencontré plusieurs facilitateurs, pas encore tout le monde. J'ai annulé mon intervention parce que tout simplement, avec le client, on n'arrivait pas à tomber d'accord sur l'intention et on n'arrivait pas à clarifier l'intention. Lui, il était directement sur l'action, même pas sur la décision, il était sur l'action. Moi, je voulais faire absolument du team building. Donc, comme on n'est pas réussi à tomber d'accord, je me suis retiré parce que ça ne sert à rien d'y aller. Sans intention, pas d'embarquement possible à mon sens. Et surtout, le grand danger, c'est de partir chacun dans des directions différentes et que chacun ouvre des portes différentes. Donc, du coup, que ce soit des décisions différentes en fonction du groupe. Donc oui, ça m'arrive régulièrement enfin non, régulièrement non. Ça m'arrive d'avoir des moments où on n'arrive pas à clarifier l'intention. Et ça fonctionne avec d'autres facilitateurs. Donc ça peut dépendre aussi de l'approche qu'on peut avoir, et sachant que ça peut très bien fonctionner avec un client et ça peut de temps en temps mal fonctionner. C'est voilà, c'est des relations humaines. Comment je gère l'intempulation quand je la découvre? Est-ce courant? Non, c'est quand même assez rare globalement de la voir, l'intempulation. Mais quand je la gère, bah, je fais en sorte de clarifier avec le client qu'est-ce que ça cache derrière. Donc on passe beaucoup de temps. Moi, pour un temps collectif, d'un temps collectif d'une journée, je passe entre une demi-journée et une journée avec le client à gérer tout ça pour être sûr que derrière, il n'y ait pas de face cachée. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de le découvrir en séance. Donc là, c'est le fameux ah, si on faisait une petite pause café, et là, je clarifie vite l'intention en séance à chaud en mode réactif avec le client, ce qui est pas génial. Mais une fois, ça m'est arrivé d'arrêter la séance en cours parce qu'effectivement, je sentais que c'était complètement hasardeux. Comment fais-tu pour rendre compréhensible le réel problème par le client? Alors, moi, je fais pas, je fais en sorte que lui puisse venir voir ce qui se passe sur le terrain, pour qu'il puisse vivre et voir le terrain, et surtout vivre le terrain. C'est faire en sorte bah, qu'il rencontre les personnes qui connaissent le terrain. Donc, et qu'il accepte justement la remontée du terrain. Donc, souvent, dans cette approche des deux falaises, ce qui est intéressant, c'est que pour expliquer au client comment ça va se passer, il aime bien justement le client, ils aiment bien comprendre ce qu'il y a et la perception des autres. D'où l'importance de travailler sur la décision, dire voilà ce qui va se passer. Donc il y a un accompagnement aussi sur le comment ça va se passer. Et ne pas forcément le vivre comme de problèmes, mais comme des opportunités. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'intention plutôt que sur le problème. Est-ce que fournir un service réellement proche du client, est-ce une bonne formulation d'intention? Fournir un service réellement proche du client, non, moi je le verrais pas comme une intention, parce qu'effectivement, il faudrait creuser un petit peu plus sur quelque chose qu'on cherche dans le futur. Donc, je travaillerais sur le côté réellement proche. Je vois pas ce que ça veut dire entre réellement et proche. Voilà. Est-ce que je gratterais un peu plus et est-ce qu'on est sûr que le client sait de qui on parle? Voilà, d'être le plus exhaustif possible dans l'intention. Quel est le temps moyen de préparation pour une demi-journée de facilitation? Entre 1 ou 2 heures, à peu près. Mais ça peut être encore un peu plus long en fonction, ça peut être encore plus long. Est-ce que Michel a résolu ses multi-problèmes? Avez-vous trouvé un axe principal de travail comme base de résolution? Oui, tout à fait. On a travaillé ensemble effectivement par petits bouts. On a travaillé avec le CODIR, puis petit à petit on a élargi parce que la grande problématique qu'il y avait, effectivement, n'était pas placée au bon endroit et l'intention, c'était déjà réussir à créer, en fait, des communications plus sereines au sein du comité de direction et réussir ensemble à dialoguer parce que le CODIR n'arrivait pas à échanger ensemble. Donc la problématique, c'est des problématiques d'ego, comme vous pouvez voir, et pas forcément des problématiques qui étaient liées dans les équipes. Donc là, on approche de la fin. Je vais vous demander aussi un petit dernier service. Il y a un ROTI, le lien ROTI, hein, le retour sur le temps investi. Moi, je suis très curieux d'avoir vos retours. Soyez le plus honnête possible, pas forcément le plus transparent, le plus honnête. Je ne demande pas de la transparence. Voilà, les slides, si vous voulez, moi, je pourrais vous les donner. Je ne cache rien derrière. Mais voilà, je vous partage aussi le lien juste ici du ROTI.
Voilà, ça prend 2 petites minutes si vous voulez qu'on échange. Et moi, avoir votre retour, c'est important parce qu'effectivement, ça me permet de pouvoir me calibrer, apprendre aussi avec vous. Le feedback, c'est intéressant. Ah, j'ai une autre question qui apparaît. Est-ce que tu as des exemples d'actions, problème versus intention que tu as pu clarifier avec le client? Alors, est-ce que tu as des exemples d'actions, problème versus intention? Bah, exemple problème, c'était on n'a pas assez de communication, on n'a pas assez de communication. Et l'intention, en fait, en clarifiant, le client, c'était pas plus de communication qu'il souhaitait avoir. C'est l'intention, c'est comment on fait pour créer une gouvernance qui soit en fait la plus appropriée à notre entreprise. Et en fait, on voit bien que du coup, en creusant, il y avait une problématique qui était de gouvernance. Et du coup, en creusant sur cette intention-là, on a ensemble de guider derrière et d'accompagner là-dessus sur la gouvernance. Mais c'est pour ça, comprendre l'intention du client est important parce que du coup, ça nous permet de pouvoir en fait accompagner dessus le client. La question la plus posée, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. Il y aura un replay sur celle-là. Sur d'autres, non, mais là, il y aura un replay avec grand plaisir. En fait, on fait du coaching. Oui, effectivement, on peut utiliser des outils de coaching. C'est pas forcément du coaching, mais effectivement, je peux utiliser des outils du coaching. Moi, effectivement, je me mets aucune casquette de coaching. Moi, quand je me présente avec le client, je me présente comme un facilitateur. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci à tous. Il est 30, je vais devoir libérer le créneau parce qu'effectivement, ça va être la suite bientôt. Merci à tous pour votre participation, c'était vraiment chouette. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de partager cette expérience avec vous en tant que facilitateur. J'espère vous revoir à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi votre avis et votre retour par le rôti. Pardon. Je commence à fatiguer parce que réveiller depuis 4h, 4h30, ça pique un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça, à remplir votre rôti. Je vous souhaite une très bel après-midi. Vous allez retrouver Romain dans quelques minutes et vous allez voir, vous allez apprécier cet échange-là avec Romain Couturier. Un gros moment certainement avec Romain comme d'habitude. Et puis d'autres conférences sur d'autres salons. Voilà, merci à tous, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et bonne continuation pour la Facilitation Day.